Tokatsonga Rut, Ora Oga, Sapomba, Inutit, Korenasma. Je vais m'excuser de ne pas parler en groenlandais. Cette langue est un peu loin de moi. Et je veux d'abord vous remercier tous d'être ici présents. Madame la Présidente du Parlement groenlandais, Madame la Présidente du Conseil international de l'ONU pour la science, très chère Catherine, je ne vous le cacherai pas, je suis très ému. C'est une profonde gratitude pour ce Nersornat en or qui vient du peuple, de tout le peuple, des Kalas, des Inuits du Groenland. Je suis touché profondément. Et je reçois comme la Grande Croix de la Légion d'honneur, Inuit, Kroenarswak. Avec les Inuits, c'est une intimité depuis 60 ans. C'est une relation de famille. C'est plus. C'est une singulière affinité familiale, filiale, qui remonte peut-être au temps où mes ancêtres, des Highlanders, patrouillaient dans ces régions. Tulé. Avec les Inuits, ma vie a basculé. C'est 70 familles que je connais une à une, hommes et femmes, isolés au sommet du monde, dans un des climats les plus cruels, à diriger et dirige tous les jours ma pensée d'homme et de scientifique. Ce peuple extraordinaire qui a inspiré Knud Rasmussen, mon grand héros dano-groenlandais, a décentré mon regard sur les civilisations. Tout comme mon grand ami Claude Lévi-Strauss, après avoir vu les Indiens d'Ambiquara d'Amazonie. Oui, les peuples sont égaux par leur génie, mais ils ne marchent pas au même rythme. Grâce à l'évêque du Groenland, j'aurai l'honneur de vivre mon temps d'éternité parmi mes compagnons. Comme dans les mythes grecs, si l'on veut approfondir sa pensée et réfléchir sur ce qui est en fait essentiel, qu'est-ce que la mort? Que faisons-nous sur Terre? Eh bien, les grands inspirés considéraient que pour réfléchir plus profondément, il fallait aller par-delà les mondes borés chez ce peuple mystérieux, les mythiques hyperboréens qu'évoquent Nietzsche, Hölderlin, pour se ressourcer. Geboren, je suis né à nouveau chez eux. Et tel l'oiseau migrateur, le léviathan des mers, la baleine Harvek, je me ressource dans les glaces du pôle. Aussi, chère Madame la Présidente, vous me montrez beaucoup d'affection. Et elle est juste, parce qu'en allant chez vous, je pérégrine vers ma patrie. Je reviens à la maison, comme si j'étais né par erreur dans les climats tempérés. Inuit, ces hommes d'un autre âge, en peau de bête, et que j'ai rapidement pris comme costume de tous les jours, peau d'ours, la croulittaque en peau de reine, bottes, double pote en peau de phoque, et
de lièvres polaires. Oui, un autre peuple d'un autre âge, et que j'ai découvert d'un code mental tout à fait différent du nôtre. Et l'université nous l'avait caché. Ils sentent avant de penser. Le logos, le verbe, c'est pour nous. Ils nous le laissent, nous les peuples. Eux, les peuples de l'oral, ils nous le laissent. Nous, les peuples de l'écrit, qu'ils m'ont talmudisé sur les mots pour les casser. Eux, penser, c'est vivre et agir. J'ai découvert beaucoup plus. Quittant les rivages de l'Europe, ravagée par une guerre impitoyable, où les élites scientifiques, intellectuelles, se sont adonnées à des totalitarismes soit nazis, soit communistes, avec des intellectuels européens ne sachant trop véritablement s'affirmer, j'ai découvert une société d'équilibre, avec ce qui est essentiel, les forces de la nature. Mais qui plus est, l'allégresse de vivre. Ces hommes que l'on disait primitifs, étaient en fait porteurs d'une civilisation méconnue et inconnue d'un Occident qui reste narcissique. J'étais comme projeté dans un âge pré-adamique. C'est-à-dire avec des hommes que j'ai ressentis comme innocents, j'ai dit innocents, de ce péché originel, héréditaire, que nous portons comme un fléau, comme un fardeau depuis des millénaires. Je ne suis pas un romantique, je suis un naturaliste précis. Je suis un géomorphologue qui a scruté les écosystèmes. Géocryologue. Pendant 10 ans, j'ai étudié les pierres, j'explorais les labyrinthes, les canalicules. J'ai même inventé une discipline qui aujourd'hui est considérée comme essentielle, l'ébouleologie. Un doctorat d'État. Pendant 10 ans, m'a mobilisé avec 2 thèses. Et j'ai levé la carte de régions inconnues et même dramatiques, où mes prédécesseurs avaient été abandonnés hors de fin. J'ai étudié des changements de climat avec la palynologie. J'ai recherché les hiéroglyphes de ces signes de la Terre. Qu'est-ce que je poursuivais? Et sans le savoir, c'est l'ordre caché, les structures d'ordre qui construisent le monde. Oui, c'est vrai, j'ai conduit 30 expéditions. Je suis allé même, sans le savoir et sans le vouloir, premier homme dans l'histoire au pôle géomagnétique nord. Mais jamais seul, toujours avec mes compagnons, Koutikiton, Krakoutsian, Natu, Paslok, Hama, Imina, tous ces chers compagnons qui sont autour de moi aujourd'hui même. Rien n'aurait été possible sans eux. Sans eux, des héros antiques. Ici même, dans ce haut lieu de la science, j'ose dire, Madame la Présidente, qu'il faut se méfier de la culture. Si j'avais été esclave de la culture gréco-latine que l'on m'a enseignée, mon regard sur les Inuits, peuple si différent, aurait été filtré. Oui, l'immersion a été totale et a été nécessaire. Et la pensée a commencé quand j'ai tout oublié. L'étude de ces peuples en Isola m'a ouvert des perspectives tout à fait extraordinaires et qui restent encore à explorer. Et j'ai obtenu alors ce que j'appelle une intelligence paléolithique. D'abord,
cas extraordinaires d'hommes qui sont convaincus d'avoir vécu un temps d'hybridation. Tout leur mythe, tout leur rite, tout leur art, toute la vie de tous les jours rappellent qu'ils ont été, pas fraternels, mais liés à l'animal, aux oiseaux, des danses chamaniques exceptionnelles, où on voit un masque avec une tête d'oiseau, des pattes de phoque, cependant que le torse est humain. Il y a là comme un passage douloureux d'un corps d'animal à corps humain. J'assiste même au mouvement inverse de décorporation d'un homme qui est capable de se défaire de son état humain et de voir face à lui se dresser un ours qui va lui parler. En fait, c'est son double. Et oui, ces peuples sont capables de tels mouvements qui remontent donc à l'origine même de la vie, c'est-à-dire de nous-mêmes, de nous hommes. Avant Darwin, avant Lamarck, ils ont conscience d'un évolutionnisme. Ils avaient conscience d'une orthogénèse. Et je me souviens encore des 3 doigts de mon ami Goutikitok qui, sur notre traîneau, ayant construit une tente, soudain a mis ses 3 doigts sur mon front et observé que j'avais tout juste la hauteur d'un homme achevé. Et tournant sa main sur l'arrière de mon crâne, a observé que j'avais l'arrondi. Ces hommes sont convaincus comme Teilhard que c'est par le cerveau que l'homme se construit et qu'il est debout et qu'il avance. Madame la Présidente, dans ce haut lieu, je recommande des recherches urgentes qui n'ont pas été conduites dans le Grand Nord, notamment par nos chers amis russes, longtemps handicapés par des idéologies totalitaires, pour rechercher le chaînon manquant entre ce temps de l'hominoïde et l'homme, c'est-à-dire rechercher dans la paléontologie, dans l'archéologie, ce chaînon qu'on a trouvé en Afrique, qu'on a trouvé à Javé et qui sans doute reste dans les glaces de la Sibérie orientale, berceau des Inuits. Oui, il est là un grand programme international qui ne peut être conduit qu'avec la Chine, qu'avec la Russie, qu'avec l'Europe et qu'avec l'Amérique. Ce peuple a une autre immense qualité. C'est qu'il nous rappelle, à nous matérialistes, à nous qui ne croyons plus à très grand-chose, surtout dans cette époque où en vérité, la banque nous manquant, nous nous trouvons en quelque sorte au bord du chaos. Ces hommes considèrent que la vie a peut-être un autre sens. Et c'est à leur contact que j'ai fondé Terre Humaine. Terre Humaine est née chez eux, à Tulle. Terre Humaine, ce Havre, cette île de résistance contre le matérialisme dialectique, ignorant, niant le sacré, niant l'invisible. Et il se trouve que je suis habité par une philosophie de l'immatériel qui guide toute la pensée de nos amis du très grand Nord. Oui, ce n'est pas la morphologie sociale qui inspire la religion, comme le disait Durkheim, comme disaient ses maîtres du temps des Lumières, d'Holbach, Condillac, les positivistes. Non, non, c'est le mystique qui fonde le social. Allez chez les Africains, allez chez les aborigènes australiens, allez chez les hommes du Grand Nord, comme Bastide, comme Lévi-Brule, comme Grigaud, vous serez convaincus, en effet, de cette vérité, qui naît dans une interrogation sur la mort et le sens de nos vies. Terre Humaine est née chez les Inuits, je leur dois réhabiliter le témoignage dans sa dramaturgie, pas de recherche savante
sans une pensée plus haute, une philosophie qui répond à la question en effet essentielle, pourquoi l'homme au terme de cette nature et de cet évolutionnisme? Mais ma vie a vraiment basculé quand le 16 juin 51, j'ai vu dans le ciel US Air Force, venu dans le plus grand secret construire une base offensive pour avions chargés de bombes nucléaires. J'étais là, j'étais déjà si proche, si intime avec mes amis que je ne pouvais pas être leur messager, eux apeurés par cette force prodigieuse, agressive, militaire, et qui s'installait sans demander l'autorisation de ce peuple immémorial, les Inuits. Et donc, vous le savez, au nom de ces peuples, de ces hommes, rencontrait le général de l'US Air Force qui s'est étonné de la présence d'un Français dans des régions ultra secrètes, et qui plus est venant des régions du pôle inhabitées. J'étais donc suspect. Je lui ai répondu mon général, qui vous autorise à aller et à un peu vous implanter dans un territoire inuit sans l'autorisation de ce peuple? Oui, ma vie a changé, a été bousculée, surtout après le 29 janvier 1968, où un avion, un B-52, s'est écrasé à Tulé avec 4 bombes H, dont 3 se sont pulvérisées, volant à jamais les eaux, polluant les Inuits, et la 4e étant toujours sous. Justice n'a pas été rendue à Tulé, encore aujourd'hui. Oui, en effet, une faute avait été faite en violant ce mythe sacré de ce peuple de Tulé, ce peuple le plus au nord du monde. On ne viole pas impunément les mythes. Et la réponse a été luciférienne, l'écrasement de cet avion, trahissant donc la faute qui avait été assurée. Et c'est ainsi, pour répondre à l'expression même de Madame la Présidente, que j'ai engagé ma vie aux côtés de ces peuples. Et c'est ce que j'appelle une science de combat. Une science de combat, j'ai écrit Les Derniers Rois de Tulé, qui était un livre d'urgence nécessaire. J'ai fait de très nombreux films, des conférences internationales, j'ai été conseiller de tous ces gouvernements. Et j'ai observé que je pouvais convaincre facilement au titre de la biodiversité, l'écologie, parce qu'elle nous protège. La biodiversité, c'est bien. L'écologie, c'est bien. Mais pardonnez-moi, la diversité culturelle, le respect de l'autre, le respect de la minorité, c'est mieux. Et je dois dire qu'en respectant les Inuits, nous nous respectons et nous nous protégeons, nous autres intellectuels et scientifiques, qui constituons nous-mêmes une minorité en danger. Oumanak, l'histoire pivote. L'histoire pivote, c'est les changements de climat. C'est un prodigieux renversement de situation. Ces déserts glacés se révèlent riches en pétrole et en gaz. La Méditerranée arctique que l'on voit se profiler est l'objet de convoitises des uns et des autres. Et à ce titre, un pays tout à fait singulier que l'on avait considéré perdu dans les glaces s'affirme, le Groenland. Le Groenland est la première nation inuite qui s'affirme. Et elle a un immense avenir. Elle a un immense avenir parce qu'elle est au cœur même de cet immense espace nord-sibérien, nord-américain. Et c'est la raison pour laquelle je salue l'Institut polaire d'Oumanak, l'Oumanak Polar Institute, qui s'est créé modestement, mais avec de grandes ambitions, à Oumanak. Et nous allons, nous Français, lui apporter tout notre concours. J'ai accepté la présidence d'honneur. Et le Centre d'études arctiques que j'ai fondé en effet il y a 50 ans va se transformer. Il va devenir franco-inuit.
Il aura une tête avec mon ami professeur Yann Born à Paris, et une autre tête à Oumanak même, avec, je l'espère, Madame la Présidente, le concours du CNRS qui permettra à Oumanak d'être un carrefour non seulement pour la recherche des Européens avec les jeunes Groenlandais, et à un niveau international pour que Oumanak soit en relation avec tous les peuples circumpolaires de l'Ouest et de l'Est. Oumanak, c'est au pied d'un grand rocher. Un grand rocher, c'est un cœur. Ouma, le cœur. Oumanak, nak, comme le cœur. Et en effet, il a deux ventricules. Un ventricule qui pompe, en effet, l'oxygène, qui va oxygéner ce sang, et l'autre ventricule qui va l'irriguer dans les glaces, dans le vent. Nous sommes avec un peuple qui a des métaphores extraordinaires et qui, en effet, voit l'univers dans une cosmogénèse qui vous rend religieux et qui vous donne, en vérité, la conscience d'appartenir à un tout. La nature, toute la nature, rien que la nature. Cette Oumanak, cet institut polaire, d'ores et déjà, a engagé des négociations heureusement reçues avec le Togo, cette grande république qui est au cœur de toute l'Afrique noire occidentale, pour qu'il y ait un accord avec la chaire de l'UNESCO et le centre du patrimoine de l'UNESCO au Togo. Nous l'avons accepté en titre groenlandais, et je sais que la réponse a été favorable, et je salue les deux représentants éminents du Togo ici présents. Mais le même accord est noué et va être signé avec l'Académie polaire d'État à Saint-Pétersbourg, dont je suis le cofondateur et le président d'honneur à vie, à la suite de mes relations étroites avec le président Gorbatchev au moment de la perestroïka. Mes derniers mots, c'est pour dire combien la présence de cette présidente, si chaleureuse, si agréable à nous du Parlement du Groenland, est importante politiquement. Je salue la presse et j'aimerais qu'elle le retienne. Oui, nous sommes à une époque difficile. Il ne faut pas oublier qu'il y a des tensions dans l'océan glacial. Tensions parce que c'est capital comme espace. C'est notre Méditerranée. D'ores et déjà, à qui appartient le pôle? À l'ouest, à l'est, à Moscou, à Washington, à Ottawa, à Copenhague. Et au même moment, on parle d'un shipping nouveau. Et au même moment, on parle d'opérations militaires de protection des uns et des autres. Je suis un homme qui a connu l'avant-guerre, 1933, la crise de 1930, majeure sur le plan monétaire. Mais j'ai connu aussi 1937 et 1938 et les tensions territoriales. Il y a là des facteurs malheureux qui se rappellent à notre mémoire. Oui, il y a des risques de conflagration. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour la paix. Et les seuls ambassadeurs de la paix, c'est les peuples inuits, c'est les peuples circumpolaires, c'est la troisième force. Négocier, toujours négocier, et encore négocier. Mais avec qui? Mais avec ces peuples qui d'un temps immémorial habitent ces régions. Rien de grand, rien de durable ne se fera dans l'Arctique sans ces peuples, très oubliés dans les négociations de l'année polaire internationale, très oubliés. C'est bien de se protéger pour les changements de climat, c'est bien de s'affliger, mais à qui sont ces espaces? À ces peuples qui l'habitent. Et encore faut-il inventer des approches économiques, culturelles, pour assurer leur éveil et leur affirmation. Oui, Madame la Présidente du Parlement de Nuuk, vous êtes au cœur de l'Arctique. Vous êtes cette troisième force.
Et je suis convaincu, et ce n'est pas un propos, je dirais, de circonstance, Nuuk peut être la Genève, la Genève de cet espace circumpolaire. De plus en plus, on sera obligé de tenir compte de cette île qui a une disposition, qui a une place géopolitique capitale. Merci de cette noble médaille d'or. Je serai toujours au service de la pensée inuite, la plus haute, et la jeune nation inuite, au passé illustre, indépendante, et que j'aime. Ne jamais insulter la nature, nous en sommes les serviteurs. Merci mes très chers amis.